Bienvenue à toutes et à tous, un plaisir de vous avoir avec nous sur Médien TV pour un nouvel épisode d'On se dit tout. Dans un petit moment, on va parler de nos enfants, de leur motivation. Je serai en compagnie de Zineb Lamati, qui est consultante coach. Mais pour l'heure, on va s'occuper de notre système digestif et plus précisément de l'ulcère. Où en est-on exactement avec l'ulcère? Cause, traitement, prise en charge, prévention. Tout cela et plus encore avec vous, docteur Aïcha Bargash. Ça va, docteur? Ça va très bien, Yasmine. Vous êtes gastro-entérologue à Rabat. Oui. Alors d'abord, quand on parle d'ulcère, qu'est-ce que c'est exactement? Et où est-ce que ça se situe? En fait, on en entend tellement parler, on imagine ça comme un bouton. Oui. Au niveau de l'estomac, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas un bouton. Ok, déjà. Non, c'est pas un bouton, c'est une érosion, c'est une blessure. C'est pas un bouton. C'est une blessure, c'est une sorte de, c'est une perte de substance, c'est-à-dire la substance qui est à l'intérieur de l'estomac, elle est perdue. Donc c'est au niveau de l'estomac. C'est au niveau de l'estomac. Okay. Alors il y a deux types d'ulcères que j'aimerais préciser. Il y a l'ulcère qui se situe au niveau de l'estomac et un autre qui se situe à la fin de l'estomac. Ok, d'accord. Le duodénum. C'est le début de l'intestin. D'accord. Le début de vers le bas. Exactement, c'est vers le bas. Donc il y a deux types d'ulcères. Donc ce qu'on voit sur l'image, c'est un ulcère gastrique. C'est une perte de substance qui est due à plusieurs choses. Le but de cette émission, c'est de parler de ces choses-là. Mais avant tout, il faut savoir que la personne qui souffre d'ulcère, elle est soulagée quand elle mange. Okay. Pourquoi? Parce que quand elle est à jeun, quand elle ne mange pas, il y a de l'acidité, il y a un excès d'acidité et cette acidité, elle irrite la partie qui est blessée à l'intérieur de l'estomac. Donc cette acidité, qui est hyper produite pendant la période où on ne mange pas, ce qui va entraîner que cette blessure, elle sera irritée davantage et ça va entraîner des crampes, des douleurs. Donc quand on a en fait une blessure exactement si on met de l'acide dessus, un produit, l'alcool, exactement, ça fait mal. Donc c'est ce qu'on constate chez les personnes qui sont pendant Ramadan, quand elles jeûnent, elles ne sont pas bien. Pendant la journée, elles ne sont pas bien, mais dès qu'elles mangent, elles sont soulagées. Elles ont mal? Elles ont des crampes? Elles ont des crampes au niveau du creux de l'estomac. Ils nous disent que j'ai très mal. C'est une douleur atroce au niveau du creux de l'estomac. Il peut aller jusqu'au dos. Il y a des personnes qui se plaignent aussi qui transpercent le ventre. Alors justement, puisque vous faites référence à Ramadan, est-ce que c'est une pathologie souvent diagnostiquée pendant Ramadan? Souvent, si la personne elle ne savait pas qu'elle est... C'est ça. Mais on en voit aussi en dehors de Ramadan. Bien sûr. On en voit pas aussi souvent, mais c'est vrai que les personnes, elles ignorent qu'elles sont souffrantes d'un ulcère. Et pendant Ramadan, cette maladie, elle se déclenche. Elle se déclenche due à cet excès d'acidité qui est produit pendant Ramadan, surtout à partir du 10e jour. Ça, c'est physiologique. À partir du 10e jour de Ramadan, on constate une hypersécrétion de l'acidité. Et on en voit de plus en plus à partir de la 15e jour de Ramadan, beaucoup de motifs de consultation par rapport à l'ulcère. À l'ulcère, ok. Alors, c'est dû à quoi? Alors, c'est dû principalement, depuis quelques temps, on a découvert une bactérie ça s'appelle l'Helicobacter pylori, qui est responsable de cette érosion. C'est une bactérie qui grignote la partie interne de l'estomac, la paroi de l'estomac. Alors qu'avant, on disait c'est le stress. Oui, c'est aussi le stress, mais là, la majorité de nos consultations, on en voit surtout cette bactérie. Le stress, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait une bactérie derrière. Mais depuis 1982, ils ont découvert cette bactérie et c'était vraiment une révolution depuis cette découverte parce qu'il suffisait juste de traiter cette bactérie. Par antibiotiques, j'imagine. Par antibiotiques et par aussi des inhibiteurs de la pompe. C'est des médicaments qui diminuent l'acidité de l'estomac et ça a été une révolution depuis cette découverte. Alors, cette bactérie, elle vient d'où? Alors, cette bactérie, elle vient d'une contamination entre les individus. Ok. Donc, en fait, notre alimentation aussi, je vais revenir là-dessus, c'est que quand il y a une tagine, on mange directement dans le... On n'a pas l'habitude de se servir dans son assiette ou de prendre sa propre fourchette ou son propre verre d'eau. Il y a un verre d'eau qui circule autour de toute la table. Donc, c'est à travers cette... C'est contagieux? C'est contagieux, bien sûr. D'accord. C'est contagieux à travers quoi? La salive? La salive, mauvaise hygiène des mains, et ça, on est contaminé dès l'enfance. Hein, et on vit avec pendant des années, et c'est dû à un moment de stress ou vraiment une période de vulnérabilité que les symptômes commencent à se manifester. Mais on peut être contaminé dès l'enfance. Hein. Est-ce qu'on est tous
porteurs de cette bactérie? Est-ce qu'on l'a tous en nous? Oui, on a tous cette bactérie, mais il y en a qui sont symptomatiques et d'autres non. Donc en fait, là, maintenant, vous, moi, on l'a en nous? Probablement. De par notre mode de vie, exactement. etc. Si on a eu une bonne hygiène, collective, on va dire, et familiale ou autre, on peut ne pas être contaminé par cette bactérie. Mais par exemple, on a beau avoir une bonne hygiène familiale, par exemple, à la maison, pour peu que les enfants aillent à l'école, partagent la même bouteille avec un autre camarade de classe ou un goûter qui se partage alors que les parents ne sont pas là pour surveiller. Si l'autre enfant, enfin voilà, je pense au pire. Mais ça peut se faire de cette façon-là et l'enfant il peut porter cette bactérie sans le savoir et sans vraiment montrer de symptômes. C'est peut-être à l'âge adulte ou à l'adolescence où il sera beaucoup plus vulnérable par une période de stress, d'examen ou autre, où il va falloir chercher cette bactérie si elle est vraiment présente ou pas. Alors, est-ce que c'est intéressant de la dépister ou pas? Moi, je dirais oui. Parce que, même en l'absence de symptômes. Même en l'absence de symptômes. Pourquoi? Parce que c'est une bactérie qu'on a, depuis cette découverte, on a constaté que si on éradique cette bactérie, il y a un certain type de cancer de l'estomac qui est évité. Exactement. Donc vraiment, c'était une révolution depuis cette découverte parce qu'on sait maintenant qu'il y a une bactérie qui entraîne un cancer de l'estomac. Donc elle est responsable du cancer de l'estomac. Elle est responsable du cancer de l'estomac après plusieurs années d'évolution. En fait, là, on se retrouve avec... c'est vrai que ulcère. Voilà. Ulcère qui, à plusieurs années d'évolution, il peut entraîner un cancer. Par dégradation de cette muqueuse. Mais si cette bactérie est là, qu'elle est asymptomatique, donc elle ne dégrade pas la muqueuse, elle ne donne pas lieu à un ulcère, est-ce qu'elle peut donner lieu directement à un cancer de l'estomac? Non, il y a une cascade qui est enchaînée, il y a une inflammation au niveau de l'estomac, cette inflammation, elle va entraîner un ulcère et cet ulcère-là, il va entraîner le cancer. Donc, automatiquement non. Si le cancer il est vraiment évolué, peut-être que l'ulcère il peut soit entraîner une perforation, c'est ce que je voulais aussi signaler, soit il peut évoluer vers un cancer. Donc il faut dépister et chercher, diagnostiquer cet ulcère. Il y a des moyens de diagnostic qui sont actuellement disponibles. Alors aujourd'hui, justement, dans ce monde des pathologies chroniques comme le cancer, on a deux types de cancers dont les causes sont complètement déterminées. Là, j'apprends justement le cancer de l'estomac par rapport à cette bactérie. Et on a le cancer du col de l'utérus à cause du papillomavirus. Exactement. Aussi. Et donc ça, on le dépiste. Aujourd'hui, on fait un dépistage de masse. Est-ce qu'il y a, selon vous, en tant que spécialiste, l'intérêt d'un dépistage de masse de cette bactérie pour éviter, pour prévenir le cancer de l'estomac? Moi, je pense qu'il y a un intérêt de faire un dépistage. Depuis cette découverte, c'est vrai que là, notre rôle en tant que gastro, c'est de rechercher cette bactérie. Et là, on en voit de moins en moins d'ulcères. Pourquoi? Parce qu'on cherche de plus en plus cette bactérie et on la traite avant qu'elle passe au stade d'ulcère. Donc, pour n'importe quel patient qui vient chez vous, par exemple, quand vous demandez un bilan, vous incluez ce... Oui, ça commence à être routinier. Oui, ça commence à être routinier parce qu'on se dit, on ne va pas attendre jusqu'à ce que cette personne développe des symptômes. Après, on cherchera cet ulcère. Ça devient vraiment chose de très, très important à rechercher. Et le dépistage se fait comment? Alors, le dépistage, il y a différents types. Il y a soit à travers le sang, un bilan sanguin qu'on fait, soit à travers les selles. On peut rechercher l'antigène de cette bactérie. Le reste de cette bactérie, on peut les trouver dans les selles. Il y a le meilleur moyen, ça reste bien sûr la fibroscopie, l'endoscopie. Mais c'est un moyen... ça, c'est... C'est devenu très simple parce que ça se fait sous sédation, les patients ne ressentent rien du tout, c'est sans douleur et on essaie maintenant de banaliser cet acte parce que c'est vraiment un geste banal. Parce que avant les gens avaient très très peur de la fibroscopie, mais ça a beaucoup d'intérêt parce qu'on peut rechercher la bactérie, on peut chercher l'ulcère à un stade vraiment très précoce et on peut éviter le pire. Ok, alors justement, au stade très précoce, est-ce qu'il y a déjà des symptômes?
Oui, il y a par rapport au cancer, par rapport à l'ulcère, il y a des symptômes, comme je vous ai dit, une simple crampe au niveau de l'estomac, du reflux. Il y a des personnes qui ont des sensations de nauséeuses, des vomissements parfois, donc il faut aller chercher ça. Donc ça, c'est vraiment les stades de précoce. Oui, précoce, on peut avoir juste une simple crampe, un simple vraiment... le signe vraiment très spécifique d'un ulcère, c'est qu'une patient, c'est un patient, il nous dit, moi, je ne supporte pas de rester sans manger. J'ai besoin de manger pour que je me sente soulagée. Là, ça cache derrière un ulcère. Pour me sentir soulagée, parce que sinon j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, il y a cette acidité qui est très produite et ça irrite mon estomac, donc il faut aller chercher cet ulcère. Et ça se traite facilement maintenant? Oui, ça se traite très facilement parce qu'avant avant la découverte de cette bactérie qui est la cause de l'ulcère, on opérait tous les ulcères. Tous les ulcères étaient passés au bloc opératoire. Alors que pour les enlever, pour retirer cette la partie. Oui. Maintenant, c'est un simple traitement médical nous permet vraiment d'éviter le pire et d'éviter que cet ulcère se perfore et entraîne beaucoup de complications. Donc, il y a des antibiotiques qui permettent de traiter. On ne traite pas l'ulcère on traite la bactérie qui a entraîné l'ulcère. Bien sûr. Donc, c'est des antibiotiques et des médicaments qui diminuent l'acidité de l'estomac. Et c'est avec ce traitement-là qu'on arrive vraiment à éviter le pire. Et j'aimerais aussi signaler que les anti-inflammatoires aussi peuvent entraîner un ulcère de l'estomac, donc il ne faut pas en abuser. Parce qu'on a tendance à avoir des maux de tête, des céphalées, on prend des anti-inflammatoires, alors que là, ça peut irriter. Là, ce n'est pas la bactérie, là, c'est le médicament. Ça, c'est le médicament. C'est le médicament. Voilà. C'est la deuxième cause qui peut entraîner l'ulcère. D'accord. Pour finir aussi, est-ce qu'il y a des risques de récidive? Il y a des risques de récidive si la bactérie n'a pas été éradiquée. D'accord. Si on s'est juste contenté de prendre juste des médicaments qui diminuent l'acidité sans éradiquer cette bactérie, il y a des risques de récidive. Mais si on éradique complètement cette bactérie, j'aimerais aussi préciser que quand on éradique cette bactérie avec des antibiotiques, il y a un bilan qui nous permet, un test respiratoire qui se fait au laboratoire, qui nous permet d'être sûr que cette bactérie a été éradiquée complètement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de donner un traitement et de dire au revoir à notre patient. Sûr. Non, il faut lui donner cette analyse pour être sûr que cette bactérie a été complètement tuée, éradiquée par les antibiotiques. Est-ce que les patients sont en général disciplinés? Ou bien une fois qu'ils se sentent mieux, ils ne reviennent pas pour vérifier que... Quand on leur dit que cette bactérie, si elle reste, elle risque d'entraîner un cancer, ils sont vraiment sensibilisés. Oui. Voilà. Ils reviennent, ils sont rassurés quand ils voient que le bilan montre que cette bactérie a été éradiquée. D'où l'importance de la communication avec le médecin et le patient. Oui. Voilà. Docteur Aïcha Bargache, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour toutes ces explications. Vous avez des enfants? Oui. Les motiver, est-ce que vous pensez que c'est notre responsabilité à nous en tant que parents? Oh que oui. Ah que oui. Eh bien, on en parle tout de suite avec Zineb Lamarty. Merci, on reste ensemble. À tout de suite. Et nous sommes ensemble pour la deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui. Parents, sommes-nous responsables de la motivation de nos enfants? On en parle tout de suite avec vous, Zineb Lamarty. Vous êtes consultante coach. Comment ça va, Zineb? Bien, merci. Un plaisir de vous avoir. Merci, partagez. Alors, moi, je dirais, pour répondre à la question, oui, nous sommes responsables de la motivation de nos enfants. Nous le sommes. Nous le sommes en tant que parents. Complètement. Donc, on est supposé les motiver. On est supposé les motiver. Et puis il faudrait aussi, éventuellement, que cette motivation soit naturelle. C'est là toute la question, justement. Parce que parfois, enfin, je parle en tant que mère aussi, parfois je dis bravo, même si, bon, l'adulte que je suis, c'est que ce n'est pas extraordinaire, mais je me dis, il y a un effort derrière, etc. Il faut encourager, des spécialistes disent qu'il faut encourager. Alors, je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'il faut toujours encourager? Ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait être juste et honnête envers son enfant. Et la motivation, elle doit être naturelle, c'est-à-dire qu'elle doit être toujours là. Mais c'est-à-dire qu'encourager, c'est donner de la force, être catalyseur dans la vie de son enfant. Et la motivation, c'est lui expliquer quel est son rôle, finalement. Aujourd'hui, il doit partir à l'école, avoir de bonnes notes, être heureux, avoir des copains, être satisfait de lui, être dans cette forme de satisfaction personnelle. Et tout ça, c'est le parent
qui donne cet élan à l'enfant. D'accord. Tout ça, c'est justement, ce sont, on va dire, les grandes lignes de la vie de l'enfant. Mais quand on parle aussi d'encouragement et de motivation, c'est au quotidien avec des petits gestes simples, lorsqu'ils font des choses simples. Oui. Comme par exemple un dessin, comme par exemple ranger leur chambre. On a tendance à motiver, à dire bravo, etc. Par exemple, ranger sa chambre, alors que normalement, c'est une action qui devrait être normale. Alors, au fait, là, on parle de responsabilité. D'accord. Comment responsabiliser son enfant? Donc, déjà, ça, c'est mettre un cadre dans la vie, dans son éducation. C'est pouvoir mettre des règles et puis donner cette forme de responsabilité. Et la responsabilité, elle doit être aussi scolaire, c'est-à-dire que chaque enfant est responsable de ses devoirs et responsable de son organisation. Le parent ne doit pas toujours être là. Au contraire, le parent doit donner les clés pour l'autonomie, pour l'organisation. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Mais encore une fois, comment est-ce que le parent peut agir? Déjà en montrant l'exemple. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, l'enfant fait ses devoirs à côté de la télévision, où le parent est affalé et regarde la télévision, ou bien où le parent est sur son smartphone et il est en train, impulsivement, de faire passer les pages, etc. Peut-être que c'est cette maxime qui dit fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Exactement. Et donc, c'est là où, justement, on trouve ce problème, c'est qu'aujourd'hui, le parent, il arrive fatigué du travail, et puis il est souvent sur les réseaux, et il est à côté de l'enfant quand il travaille. Non, déjà, il faut montrer l'exemple. Il faut que le parent puisse lire. Il faut aussi que le parent soit constamment en train de se former, pour montrer que, justement, c'est important, l'école, c'est important, mais toute formation est importante. Et puis aussi, parler bien de l'école, avoir un discours positif de l'apprentissage. Et c'est là où l'enfant va se dire, tout est cohérent et tout est correct dans sa tête. Et à partir de là, il voit son parent intéressé par les devoirs, il va bien les faire. Même si le parent ne doit pas faire les devoirs, mais surtout les corriger, il va se dire, papa, il est en train de lire un livre. Et moi, je suis en train de travailler. Donc, tout ça, c'est correct. Par contre, s'il est sur la télévision, s'il est sur son smartphone ou bien en train de regarder la télévision, il va dire, c'est peut-être plus important. Qu'est-ce que je suis en train de faire à ce moment-là? Et c'est là où on voit un enfant qui va bâcler, qui va être un petit peu dans tous les sens. Et c'est là où, si vous voulez, le problème de la motivation arrive. Après, évidemment, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Bien sûr, c'est humain. C'est humain. Exact. Il y a des parents qui sont pas souvent motivés, qui n'ont pas envie de motiver l'enfant. Donc, la clé, c'est cette forme de responsabilité dont on parlait. Il faut responsabiliser son enfant pour que, justement, l'enfant soit responsable de ses actions scolaires, de ses actions personnelles. C'est à l'enfant de vouloir avoir de bonnes notes. Et derrière ça, il va voir le modèle de ses parents qui travaille, qui revient content de son travail et qui se dit, finalement, ça sert à quelque chose. Ça a un sens. Je vais vers quelque chose. Exactement. C'est ça. Alors, Zineb, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces familles où les choses sont un peu plus compliquées. C'est vrai que là, quand on en parle, on imagine cette famille équilibrée, épanouie, etc. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à tous les autres cas de figure de famille. Quand il y a un divorce, quand il y a des problèmes de couple, quand il y a une dépression, quand il y a... Et donc, les parents ne sont pas en mesure de remplir ce rôle, de donner un sens à la vie, de motiver, de donner une perception de l'avenir qui soit agréable. À ce moment-là, est-ce qu'il faut que l'entourage prenne le relais? Je pense, je ne sais pas moi, notamment à une tante, à un oncle, à un ami de la famille, aux instituteurs. C'est-à-dire, cet enfant ne peut pas justement dépendre pour être motivé uniquement de ses parents. Et si les parents ne sont pas capables de donner ça? Ça veut dire que la motivation est donnée par le système scolaire, par l'école, les profs, par les parents, évidemment. Et évidemment, lorsqu'on parle de parents, il y a cette forme de solidarité familiale qui se met en place généralement chez les familles qui sont soudées et qui savent que justement un des parents est défaillant, ou bien lorsqu'il y a un divorce ou lorsqu'il y a la perte d'un parent. Mais absolument, la perte d'un parent aussi. Ouais. Effectivement. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on parle de dépression, elle peut se transférer aussi à l'enfant. Lorsqu'on parle de perte d'apathie, on va dire, l'enfant peut l'être aussi. Mais encore une fois, lui trouver un sens, lui expliquer que finalement, l'éducation,
voilà où est l'arrivée la finalité de tout cet effort scolaire qu'il doit faire tous les jours à la maison. Et pour ça, il y a un système. Le système scolaire aide l'enfant. Si le parent ne peut pas, le système scolaire doit prendre le relais. Et pour ça, il faut qu'il y ait donc une bonne information des conditions familiales. C'est ça. Mais alors, justement, le système scolaire, de par votre expérience, vous êtes coach scolaire, vous accompagnez les enfants, les ados, etc. Le système des notes. Oui. Est-ce que c'est un système motivant pour les enfants ou pas? Ça dépend des systèmes. Il y a des systèmes où il y a un code de couleur, de vert plus, qui est très bien, jusqu'à rouge. Tout le collège, à partir du lycée, on passe aux notes. Il y a un système de ABCD encore, et il y a les notes. Évidemment, moi je préfère le système de couleurs parce que lorsqu'on a un vert pâle, on ne sait jamais si c'est 15, 16, 17 ou 14, 15, 16. Donc c'est convenable, c'est satisfait, c'est OK. À partir du moment où on valide, on n'a pas besoin de performances extraordinaires pour être très bon et pour avoir un 19 et pas un 18, etc. Donc évidemment, ce système de notes va développer la compétition chez certains, va développer la motivation chez d'autres, et bien aussi, pour ceux qui sont plus faibles, il va falloir, ça peut être une source de motivation, justement. Ça peut être une source de motivation, et inversement, le système de couleurs peut être une source de démotivation pour ceux qui sont tout simplement, qui veulent tout simplement faire le minimum et qui se disent c'est validé, c'est le plus important, on passe à la leçon suivante. Donc après, c'est une perception. Après, il y a des parents qui veulent coûte que coûte savoir quelle est la note finale, la moyenne générale, et il y a des systèmes qui peuvent calculer les couleurs et donner une note à travers ça. Donc c'est le rapport des parents avec l'excellence qui se transmet. Mais encore une fois, les notes vont donner une appréciation juste et un code de couleur va donner une satisfaction globale. Ok, justement. Alors, ça, c'est par rapport aux notes, mais il n'y a pas que l'école dans la vie. Bien sûr. Il n'y a pas que ça. Donc, motiver nos enfants, les motiver à être la meilleure version d'eux-mêmes, ça aussi, c'est très important. Bien sûr, le sport, c'est très important parce que ça leur permet de sortir de la maison, de sortir des écrans, de sortir de leur routine et de voir aussi les parents faire du sport et puis actifs. Ils ont un modèle aussi inconscient et un mimétisme qui leur permet aussi de, tout simplement d'être réactifs. Et quand ils reviennent après n'importe quelle activité sportive, n'importe quelle activité artistique, ils reviennent avec plus d'énergie. Alors, je vous pose une question, pardon. Si vous avez les deux cas de figure à la maison, les parents, vous avez le parent sportif et le parent télécommande, zapping, les enfants auront tendance à copier qui? Celui qui se donne ou celui qui se repose? On va toujours vers la facilité. Absolument. Et donc, du coup, ça dépend de ce qu'il regarde, le parent. Le parent qui... Alors, des fois, ça peut être des émissions culturelles. Oui. Et il peut partager avec son enfant. Ça peut être très intéressant. Tout à fait. Des émissions historiques. Et du coup, l'enfant, il se dit, je suis en train d'apprendre. Et inconsciemment, il y a un échange c'est un moment de partage. très important. Exact. Et puis, justement, le parent sportif, il va montrer l'exemple à son enfant qu'il faut tout simplement ne pas se laisser aller. Et on ne se rend pas compte de l'énergie qu'on a après. Ouais. Et cet élan, ça va lui permettre d'être plus concentré. C'est ça. Donc, le parent est un pilier important pour quel que la soit motivation. Le genre, ça veut dire que les filles ne sont pas forcément attirées par les... Quel que soit le genre. Quel que soit le genre. Évidemment, quel que soit le genre. Et n'importe quelle motivation qui va permettre justement de donner cette forme de responsabilité après à l'enfant, elle est importante, qu'elle vienne de la maman ou du papa. Tout est pareil. Les ados, en général, ont tendance à critiquer le mode de vie des parents. Et donc à critiquer quand on dit, par exemple, je fais pour qu'il observe et avec le temps, ils feront comme moi. L'adolescence, on a l'impression que c'est une période de clivage entre les deux. Oui, évidemment, parce que justement, il y a une forme de révolution, il y a le corps qui change, il y a aussi l'effet de groupe qui prend toute son importance. Et donc, du coup, l'adolescence, c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est là où le parent doit être très présent. Et même s'il n'y a pas de communication, il y a ce qui paraît, il y a ce qu'on voit. Et donc, c'est encore plus important et plus fort. Ne serait-ce qu'ouvrir un livre et lire devant son enfant adolescent qui va se dire « mais il est à l'ancienne déjà, nous
on est sur plusieurs générations interactives, etc. Et qu'est-ce que fait mon père? Tout simplement, cette image de voir son père ou sa mère lire un livre, aujourd'hui, elle est devenue de plus en plus importante parce qu'on le remet à l'essentiel qui est d'aller se cultiver, de travailler, de lâcher, si vous voulez, tout ce qui pourrait déconcentrer les applications, etc. Donc, en fait, ça paye plus que critiquer? Bien sûr, vous allez me dire oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Après, la communication, elle doit être juste entre un enfant et son parent, entre un enfant et son parent et inversement. Parce que la communication non verbale qui est forte, elle ne sert à rien. La communication frontale aussi, elle va servir juste à grossir justement le problème. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être factuel, dire les choses de manière... et pour ça, il faudrait que le parent soit aussi dans cette forme de recul. Où le parent n'a pas besoin de toujours d'attaquer, même si la situation est compliquée, mais de montrer l'exemple. Et de toutes les manières, en montrant l'exemple, on n'a pas l'impression, mais le message est très vite reçu. Zineb Lamarty, merci beaucoup d'avoir apaisé les esprits des parents aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir. On a parlé aussi d'ulcères gastriques. Ça, c'est important pour notre santé aussi, surtout qu'avec la deuxième partie, la fin de Ramadan, en général, notre système digestif se retrouve un petit peu chamboulé. Et, bref, entre autres. Et puis, tellement de choses ont évolué en matière de traitement, etc. On a vu tous ces points avec le docteur Aïcha Bargash. Voilà. Merci à toutes et à tous. Un épisode à revoir à n'importe quel moment sur mediantv.com. Au revoir.